Ceci est un livre audio autogénéré par Google. DEFINITIONS. Dans le discours des partisans de l'euthanasie, il y a une étrange contradiction. D'un côté, ils disent que les actes d'euthanasie sont fréquents, de l'autre, ils disent que les situations d'euthanasie sont rares. On voit bien pourquoi il en va ainsi. On ne peut guère justifier une loi que si la récurrence du problème en fait un enjeu de société, mais d'autre part, on ne peut écrire cette loi que si son avènement ne risque pas de déclencher une avalanche de demandes. Nous avons vu plus haut que les situations d'euthanasie sont vraisemblablement rares, ce qui ne serait en aucun cas une raison pour s'en désintéresser. Mais il est indispensable de se poser la question: oui ou non l'euthanasie est-elle un problème fréquent? Ce problème se divise en deux. Il faut d'abord se demander si les actes d'euthanasie sont fréquents. Il faut ensuite étudier si les situations d'euthanasie sont fréquentes. Il n'est pas certain en effet que toutes les situations d'euthanasie aboutissent à un acte d'euthanasie. Et il est encore moins certain que tous les actes d'euthanasie soient effectués dans des situations posant réellement le problème d'une euthanasie. Cette question est de taille, car outre que les partisans de l'euthanasie ont probablement raison de soupçonner que des malades sont euthanasiés alors qu'ils ne l'ont pas demandé et que leur situation ne l'impose pas, il semble évident que le débat ne peut être clarifié qu'à condition de se mettre une bonne fois d'accord sur les termes. L'euthanasie active. Le premier mot à définir est celui d'euthanasie active, ou plutôt d'euthanasie tout court. Lorsqu'un malade est en proie à une souffrance particulièrement mal supportée, il arrive que le médecin se sente désarmé. Il ne sait plus quoi faire, et il ne peut laisser le malade dans cet état. Alors il le tue. Cela peut se faire de diverses manières, notamment par un gaz, mais le plus souvent on procède grâce à un médicament. Contrairement à ce qu'on dit, le mode opératoire est très simple. Tout médecin connaît notamment une substance d'usage courant dans les hôpitaux, et qui en cas de surdosage massif a la propriété de provoquer un arrêt cardiaque. On ne sache pas que cette substance provoque d'autres effets, il est donc probable que le sujet ne ressent aucun inconfort. Tout le problème est d'en administrer suffisamment. On peut, si on le souhaite, ajouter un sédatif, qui augmente la probabilité que le patient n'éprouve rien de fâcheux. Cette technique réalise une euthanasie au sens strict du terme. Dans les conditions où ce médicament est administré, le seul objectif poursuivi et la seule chose qu'on puisse attendre est l'arrêt cardiaque. L'euthanasie est constituée par un acte qui n'a pas d'autre finalité que de provoquer la mort. Il faut remarquer aussitôt que les actes effectués de cette manière ne sont probablement pas les plus fréquents. La raison essentielle en est qu'il n'est pas si facile de se résoudre à pratiquer un acte qui, tel qu'il est décrit, ressemble tout de même à une mise à mort. Tout de même, on a ses élégances. C'est pourquoi les médecins ont si souvent coutume de biaiser, au détriment de l'efficacité que la logique de leur raisonnement appelle pourtant. La technique qui a été longtemps la plus utilisée est celle du cocktail lithique. Il s'agit d'un mélange de psychotropes et d'opiacés qui avait été proposé par Laborit pendant la guerre d'Indochine. Il partait de la remarque que de nombreux blessés mouraient, non de leurs blessures, mais du stress qu'elles induisaient. L'équivalent du choc opératoire. Le but du cocktail lithique était donc d'endormir le système nerveux végétatif, permettant ainsi aux blessés d'attendre les secours. Le cocktail lithique est très peu toxique. Cela est si vrai que les anesthésistes ont longtemps utilisé des variantes du cocktail lithique, la neuroleptanalgésie, pour la chirurgie des sujets âgés fragiles, au motif que ce type d'anesthésie était beaucoup moins dangereux que les autres. Mais si convenablement utilisé, il est pratiquement sans danger, il suffit de forcer les doses pour qu'il devienne redoutable. Et les médecins qui le prescrivent en fin de vie le font généralement en espérant bien qu'ils vont commettre une imprudence. Ainsi se trouve réalisée une euthanasie fortuite. Car il s'agit bel et bien d'une authentique euthanasie. Le but poursuivi n'est pas de calmer le patient, mais uniquement de le tuer. À cette ambiguïté délibérée s'ajoute une dilution des responsabilités. Le médecin prescrit une perfusion dont il est censé connaître les dangers. L'infirmière l'exécute au motif que théoriquement les dangers sont maîtrisés. L'ensemble réalise tout de même un modèle d'hypocrisie. Toutefois, ce n'est pas l'utilisation d'une technique dangereuse qui en soi réalise l'euthanasie.
On verra plus loin que l'utilisation de drogues extrêmement dangereuses ne pose pas nécessairement de problème éthique. Par contre, on entrevoit déjà que les choses ne sont pas si simples. À côté de l'acte qui consiste à administrer un produit toxique uniquement parce qu'il est toxique, à côté de l'acte qui consiste à administrer un produit potentiellement toxique dans des conditions qui rendent sa toxicité inéluctable, il y a un certain nombre de situations où le médecin prend pour le malade des risques qui ne s'imposent pas, mais nous reviendrons sur ce point. Notons simplement pour l'heure que le trait dominant de la plupart de ces pratiques est une certaine ambiguïté. Nombre d'euthanasies ne sont pas vécues comme telles par ceux qui les pratiquent. Cela relève assurément de l'hypocrisie, mais plus souvent de la lâcheté et presque toujours de la souffrance. Euthanasie passive. Mais on parle souvent d'euthanasie passive. Le terme d'euthanasie passive est l'un des plus ambigus qui soit, et il faudrait le bannir du vocabulaire. L'euthanasie se définit comme un acte positif destiné à mettre un terme à une vie. Il suit que la notion d'euthanasie passive n'a pas de sens. Ce qu'on désigne par euthanasie passive, c'est le fait de renoncer à dispenser à un malade des soins qui ont pour objectif de prolonger sa vie. Mais il faut comprendre que ceci recouvre des situations extrêmement différentes. On se complaît à dire que dans les services de réanimation 50% des décès proviennent d'un acte d'euthanasie. C'est évidemment faux. Disant cela, nous ne versons pas dans l'angélisme. Il est légitime de penser que l'euthanasie, telle qu'elle est définie plus haut, se pratique aussi dans les services de réanimation. Mais pour l'essentiel, la réalité est tout autre. La moitié des décès surviennent après que les réanimateurs ont constaté l'inutilité de leurs efforts, et qu'ils ont pris la décision d'abandonner les soins par crainte de verser dans l'acharnement thérapeutique. Cela fixe déjà une limite à notre propos, qui ne s'éclairera vraiment que quand la notion d'acharnement thérapeutique aura été examinée. La bonne notion est là celle d'abandon thérapeutique, non d'euthanasie. On parlera plus loin des connexions de l'abandon thérapeutique avec la non-assistance à personne en danger. La maladie est due à l'action de la nature. Toute action de l'homme se définit toujours comme ce qui s'oppose au cours naturel des choses. L'euthanasie est un comportement par lequel, au lieu de laisser faire la nature, on cherche à en dévier le cours en l'accélérant. Au contraire, l'abandon thérapeutique est un comportement par lequel, au lieu de chercher à dévier le cours de la nature, on décide de laisser faire. La seule question qui se pose alors est technique. Les réanimateurs ont-ils bien apprécié la situation en décidant que le malade est perdu ? Mais il y a des malades qui disent clairement qu'ils ne veulent pas être soignés. Plus souvent encore, on rencontre des malades, notamment âgés, qui manifestent la même chose par leur comportement. C'est le cas par exemple de cette malade de 95 ans, lucide, qui a décidé après une bronchite au demeurant guérie qu'elle ne voulait plus manger ni boire, encore moins être soignée. La solution technique est simple. Il faut la perfuser, mettre une sonde gastrique, lui attacher les mains pour l'empêcher d'arracher ses sondes et la traiter de force. Cela, l'équipe peut décider de le faire. Elle peut aussi décider de renoncer, au motif que la volonté exprimée de la malade doit être respectée. Peut-être aura-t-elle mal apprécié la situation. Mais il s'agit là, comme dans le cas des malades de réanimation, d'abandon thérapeutique et non d'euthanasie. Certains prétendront voir là aussi une non-assistance à personne en danger, mais on discutera cette notion plus loin. Considérons maintenant le cas d'une patiente de 87 ans, grabataire, démente, ne communiquant plus, et qui présente un trouble apparemment grave et d'origine inconnue. La solution technique est simple. Il faut la transférer dans un grand centre et procéder à des examens agressifs et complexes. Mais on est pratiquement certain que le pronostic à court terme n'est pas bon, et qu'il ne convient pas d'assombrir les derniers jours de la malade par des investigations pénibles. Par ailleurs, le transfert, le changement d'équipe soignante, le dépaysement de la malade, l'agressivité des gestes proposés, sont des facteurs susceptibles d'aggraver considérablement son état, voire de mettre sa vie en danger. En toute hypothèse, ils vont lui faire vivre une situation traumatisante qu'elle n'aura guère les moyens d'analyser, encore moins de comprendre. Enfin, les examens envisagés ont toute chance d'aboutir à des diagnostics pour lesquels aucun traitement ne pourrait être mis en œuvre. Puisque la patiente est hors d'état de donner son avis, la moins mauvaise solution est probablement d'en référer à l'entourage,
et il peut se faire qu'on décide de renoncer aux investigations envisagées. Il se peut là encore que cette évaluation soit trop pessimiste, mais l'erreur d'appréciation ne saurait être assimilée à une euthanasie. Ici encore, on se trouve clairement dans le renoncement thérapeutique. Par contre, si cette patiente se met à faire une pneumonie, que faut-il faire? On peut décider de la traiter en considérant qu'elle a toute chance d'en guérir, et que les moyens à engager pour cela ne sont affectés d'aucune pénibilité particulière. On peut décider de s'abstenir au motif que cette dame est au bout de sa vie, qu'il faut bien mourir de quelque chose, et que la mort qui se propose là est somme toute assez confortable. Il arrive en effet que le médecin se sente en position de devoir décider de quoi le malade doit mourir. Et c'est le cas ici, notamment parce que la patiente n'est pas en état de participer à la discussion. En somme, le problème posé est le suivant. Que doit faire le médecin lorsque le choix est entre une abstention thérapeutique qui garantit une mort rapide et confortable, et une intervention qui a toute chance d'aboutir à une mort un peu moins rapide mais avec un énorme risque d'inconfort et de douleur? Non seulement le choix est délicat, car les risques d'erreur d'appréciation sont grands, mais il semble de surcroît que le médecin qui s'abstiendrait totalement pourrait peut-être là être taxé d'euthanasie passive. Insensiblement, on est en effet passé de la problématique du réanimateur qui abandonne les soins parce que toute autre décision constituerait un acharnement thérapeutique, à la problématique du médecin qui renonce à des soins démesurés parce que le malade n'en veut pas, puis à celle du médecin qui renonce à des soins ordinaires alors que le patient ne peut rien dire. On serait dans le même cas si on avait affaire à un malade atteint de cancer, et pour qui on renoncerait à une chimiothérapie qui pourtant permettrait sans doute de lui donner 3 mois de vie supplémentaires sous prétexte que ce sursis ne vaut pas la peine d'être vécu, compte tenu du fait que cette chimiothérapie est pénible et que si on ne consent pas à une mort rapide on l'expose à une mort dans les souffrances. On voit que dans ce débat l'essentiel de la difficulté n'est pas dans le fait de savoir s'il y a ou non euthanasie, mais dans le fait que la décision ne peut être prise qu'en pesant toutes les données de la situation. Autant dire que toute décision est forcément individuelle, non systématisable et toujours douteuse. Ce doute est une notion fondamentale, et il n'est guère possible d'aborder ce type de problème si on n'est pas déterminé à reprendre à chaque fois le raisonnement à sa base. La non-assistance à personne en danger. La question de la non-assistance à personne en danger est souvent agitée, pour montrer que les médecins ne sont pas libres d'agir comme ils le voudraient. Il est remarquable que cette argumentation se retrouve le plus souvent dans la bouche des partisans d'une loi sur l'euthanasie. Sans doute veulent-ils montrer par là que si les médecins étaient libres de leurs décisions, ils seraient plus favorables aux thèses qu'eux-mêmes défendent. Il faut donc essayer de voir comment les choses se présentent réellement. La loi décrit l'infraction de non-assistance à personne en danger, c'est l'article 223-6 du Code pénal. Quiconque, pouvant pas pécher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. On voit bien de quoi ce texte entend parler. Il s'agit du devoir d'aider une personne attaquée, de ne pas se désintéresser du sort d'un malade ou d'un accidenté. Il envisage en gros la situation des personnes qu'on pourrait sauver et ne mentionne ni la question des malades en fin de vie ni celle de l'action des médecins, à laquelle il ne s'applique donc que par raccro. Il est toujours un peu douteux de vouloir fonder un droit sur des textes qui ne s'y rapportaient pas, mais laissons ce point. Ce que le texte dit, c'est qu'il importe que tout individu qui voit un autre dans une situation de danger fasse tout ce qui est en son pouvoir pour écarter ce danger. En fait, les choses se présentent de manière extrêmement nuancée. Ce à quoi le texte sur la non-assistance à personne en danger oblige, c'est à une intervention. La loi ne précise pas ce qu'est un danger, et encore moins en quoi l'intervention doit consister. On ne connaît pas de texte prescrivant que tout soit mis en œuvre pour prolonger le plus possible la durée de l'activité cardiaque. C'est la jurisprudence et non la loi qui a mission de dire ce qu'il en est dans la pratique. Il est exact que la dite jurisprudence a longtemps permis d'assimiler le devoir d'assistance,
et la prolongation inconsidérée de l'existence. Mais la loi, elle, prescrit simplement de secourir son semblable. Elle dit par exemple que le sujet déprimé qui tente de mettre fin à ses jours doit en être empêché. Elle se garde bien de dire que tout sujet qui tente de mettre fin à ses jours est un déprimé qui doit être secouru. Elle se garde bien de dire que le seul danger est le danger de mort. Bref, il est absurde de tirer du texte sur la non-assistance à personne en danger la notion que le médecin est condamné à maintenir les gens en vie. Non seulement ce n'est pas le projet du texte, qui a été écrit pour parler d'autres situations, mais encore le devoir d'assistance ne se réduit pas à la préservation de l'existence. Il y a place dans la loi pour le respect de la volonté d'autrui et la prise en compte de la qualité de sa vie. Par contre, il est évident que de nombreux combats devront se mener, y compris dans les prétoires, pour qu'en tant que de besoin la jurisprudence évolue. Il doit être clair en effet que les situations d'abandon thérapeutique ne relèvent pas de cet article du Code pénal. L'acharnement thérapeutique. La question de l'acharnement thérapeutique n'est pas celle qu'on pense, et elle est bien plus difficile et inconfortable qu'on ne croit. Il faut d'abord remarquer que tout le monde est contre l'acharnement thérapeutique. Le problème est de le définir, et Jean Bernard avait bien du mal à expliquer que si l'acharnement thérapeutique est condamnable, l'obstination ne l'était pas. On voit parfaitement ce qu'il voulait dire, on voit plus mal comment il définissait ces deux notions. Et on ne prendrait guère de risque en disant que, pour une même stratégie thérapeutique, si le malade survit on louera l'obstination du médecin, et que si le malade meurt on stigmatisera son acharnement. Le Comité consultatif national d'éthique a cru aider à la discussion en écrivant. L'acharnement thérapeutique se définit comme une obstination déraisonnable, refusant par un raisonnement buté de reconnaître qu'un homme est voué à la mort et qu'il n'est pas curable. On peine à imaginer définition plus aberrante. Définir c'est préciser, et on ne peut songer à définir un concept à l'aide de notions aussi floues que le buté ou le déraisonnable. On connaît peu de soignants qui nient que l'homme est voué à la mort. Si l'acharnement thérapeutique ne concernait que la question de savoir si le malade est curable, les choses seraient d'une simplicité désarmante. Le problème bien plus souvent se pose chez des malades qu'on sait en fin de vie, mais pour qui on se demande si tel ou tel sursis vaut la peine d'être recherché. Le problème de l'acharnement thérapeutique est tout autre. C'est que les médecins ne sont pas stupides. Si l'acharnement thérapeutique n'était pas efficace, personne n'en ferait. La réalité est que le malade sur qui on s'acharne a souvent une chance de guérir, et que c'est par simplification abusive qu'on dit qu'il n'en a pas. Si l'acharnement thérapeutique n'était jamais efficace, il ne poserait pas de problème éthique, ce serait une simple faute professionnelle. C'est au contraire parce qu'il est efficace qu'il pose question. Et la question posée est celle-ci. Sachant que le malade a une chance de guérir, peut-on prendre la liberté de ne pas la saisir au motif qu'elle est trop infime en regard des souffrances qu'elle suppose ? Si on a le courage d'énoncer le problème en ces termes, alors et alors seulement on se trouve au plus près de la vérité. On se trouve aussi dans un inconfort qu'on n'attendait pas, et les diatribes contre l'acharnement thérapeutique apparaissent pour ce qu'elles sont, de simples propos de comptoir. Mais il demeure que si la question se pose ainsi en théorie, la pratique est loin d'être aussi lumineuse. Dans la pratique quotidienne des médecins, on trouve facilement des situations qui sont d'acharnement thérapeutique. On ne voit pas pourquoi on en tairait les raisons. L'essentiel est probablement qu'en effet, pendant des années, la culture médicale a charrié l'idée à la fois simpliste et absurde que le seul objectif qui vaille est de faire battre le cœur le plus longtemps possible. Du coup, bon nombre de médecins, surtout s'ils sont soucieux d'éviter les questions dérangeantes, omettent de s'interroger sur le sens des décisions qu'ils prennent. Ainsi voit-on par exemple ce jeune patient atteint d'une tumeur cérébrale, hémiplégique, grabbatisé, avec des troubles du comportement qui imposent une neuroleptisation massive, chez qui il est illusoire d'attendre la moindre amélioration, mais chez qui l'équipe soignante a simplement oublié de se demander pourquoi diable on continue à lui faire subir une radiothérapie dont il n'y a pourtant rien à attendre, ou au mieux la prolongation d'une situation dont pourtant cette même équipe s'accorde à dire que le mieux serait Q'. Elle se termine au plus vite. Paresse intellectuelle, éthique de bazar, mais bien plus encore souffrance non dite,
Tout cela concourt à des décisions inadaptées et à des situations d'acharnement thérapeutique qui doivent moins à des positions de principe qu'à des négligences intellectuelles. Les soins palliatifs. Ce n'est pas le lieu de faire une présentation des soins palliatifs, il n'en manque pas. On se bornera ici à 2 ou 3 remarques de bon sens. Le projet des soins palliatifs se déploie dans 2 directions. La première est une ambition, la seconde est un constat. L'ambition est manifestée par la terminologie employée. On sait que le pallium désigne un manteau ample. Un palliatif est donc ce qui sert à recouvrir, autant dire à masquer. L'ambition des soins palliatifs est, considérant que la maladie ne peut être guérie, d'utiliser des moyens tels qu'elle ne se voit plus. Il s'agit du projet en apparence insensé de redonner au sujet une fonctionnalité normale, mettant entre parenthèses le fait qu'il va mourir. Il ne faut pas se payer de mots, c'est là la promesse des soins palliatifs, c'est au nom de cette promesse qu'ils mènent leur combat contre l'euthanasie, ils n'ont de légitimité que pour autant qu'ils y parviennent. Force est de constater d'une part que l'expérience des soins palliatifs, par exemple outre-Manche, montre que c'est possible, et d'autre part que la pratique en France est bien souvent, quand seulement elle existe, celle de soins palliatifs à la petite semaine, avec des résultats bien partiels et bien insatisfaisants. Mais au lieu de se résigner à cet état de choses et de réclamer les secours de l'euthanasie, cela ne conduit qu'à manifester à leur égard une plus grande exigence. Le constat est que, loin de se réduire à une épreuve de cruauté et de souffrance, la fin de vie est une période d'une extraordinaire richesse, et qu'il faut être circonspect avant de dire qu'elle ne vaut en rien la peine d'être vécue. Il est très difficile de faire comprendre de quoi il s'agit tant qu'on n'en a pas fait soi-même l'expérience. La perspective de la mort remue trop de fantasmes et obscurcit trop les jugements. D'ailleurs, ce n'est pas le lieu ici de détailler ce point, qui est suffisamment connu. Cela nous conduirait trop loin de notre sujet. Mais même si ce constat est incontournable, il importe de faire remarquer que, s'agissant de la fin de vie, il ne suffirait pas à fonder un refus de l'euthanasie. Certes, on ose ici affirmer que la fin de la vie vaut la peine d'être vécue, mais on voit mal comment cela nous donnerait le droit d'imposer à quelqu'un de la vivre s'il ne le souhaite pas. Il arrive souvent au cours des discussions sur l'euthanasie que l'un des intervenants rapporte le cas de tel ou tel patient qui a posé une demande d'euthanasie en pleine lucidité, en pleine sérénité. Dans ces conditions, le groupe répond habituellement de 2 manières. Soit en estimant qu'il ne s'agissait pas réellement d'une demande d'euthanasie, soit en faisant observer que le malade était certainement bien plus en souffrance qu'il n'y paraissait. On a évidemment raison de parler ainsi. Devant une demande d'euthanasie, le devoir du soignant est de s'acharner à rechercher les signes de souffrance méconnus, et à décrypter la demande réelle du malade. On constatera souvent qu'en effet le malade est en proie à des douleurs non calmées, des inconforts persistants, des souffrances dont pour une raison ou pour une autre il n'ose ou ne veut parler. Et lorsque cette situation est améliorée, le patient s'apaise et la demande disparaît. Ou encore on ne tarde pas à s'apercevoir que la demande d'euthanasie est une fausse demande, soit que le patient ne sache pas formuler autrement la question qui le taraude, soit même qu'il ait simplement besoin de savoir si les soignants sont capables d'entendre une telle demande sans prendre la fuite. Là aussi la demande cesse dès qu'elle a pu être écoutée comme il convient. C'est pourquoi les praticiens des soins palliatifs ont raison d'affirmer que, correctement prises en compte, les demandes d'euthanasie s'éteignent d'elles-mêmes, à de rarissimes exceptions près. Mais il reste malgré tout un malaise. Car même si elle correspond à la réalité, cette manière de traiter la question des demandes d'euthanasie en fin de vie reste celle qui nous arrange, celle qui permet de maintenir à peu de frais le tabou de l'euthanasie. Le véritable courage est de reconnaître qu'il existe, même si c'est très rare, des demandes d'euthanasie qui résistent à toutes les actions des soignants, et que pour cette raison il faut bien qualifier de recevables. Dire autre chose, c'est poser une limite à ce qu'on accepte d'entendre le malade, c'est s'ériger en juge de ce qu'il pense réellement, ou de ce qu'il a le droit de vouloir. Certes, il faut s'acharner à écouter le malade, à condition toutefois que le projet ne soit pas de l'écouter jusqu'à ce qu'il nous ait dit ce que nous voulions entendre. Le sommeil induit. Tout de même, si la médecine permet de soulager la quasi-totalité des situations, cela signifie précisément qu'elle ne les soulage pas toutes. Très rarement on se trouve confronté à des douleurs rebelles à la morphine.
Il existe des troubles respiratoires très pénibles. D'une manière générale, on a un peu trop tendance à réduire la problématique de la fin de vie à la seule gestion de la douleur. L'expérience courante montre que la douleur n'est pas la seule plaie de la fin de vie, et que même si le combat contre la douleur est loin d'être terminé, il reste autant dire à commencer pour ces autres symptômes. Il suffit par exemple de se promener dans un service de gériatrie pour y constater que 30% des malades ont des troubles respiratoires. Et la mort par asphyxie est probablement aussi terrifiante que la mort dans la douleur. Des symptômes en apparence anodins, comme des démangeaisons opiniâtres, un hoquet insupportable, des nausées violentes, peuvent prendre le soignant en défaut. Certains patients présentent un état de souffrance psychologique tellement aigu qu'aucune solution réellement efficace ne peut leur être proposée. On peut même se demander si on a le droit de rester sans rien proposer aux patients qui demanderaient à ne pas assister à leur fin de vie. Face à ces situations dramatiques, le médecin n'a alors que 3 possibilités. Assumer son impuissance à aider le malade, procéder à une euthanasie, faire dormir le malade. C'est cette 3e solution qu'on appelle le sommeil induit. Le sommeil induit est l'acte par lequel le médecin décide de plonger un malade dans l'inconscience. Ceci est effectué couramment en réanimation, lorsque les soins sont trop douloureux. De même, on peut décider, si le malade présente des symptômes particulièrement pénibles, de l'endormir en attendant la mort. Fait capital, les médicaments qui sont actuellement utilisés pour le sommeil induit présentent la particularité de n'avoir pratiquement aucune toxicité et d'être totalement réversibles. Le malade qui présente des troubles respiratoires pénibles peut ainsi être endormi en quelques secondes pour être réveillé aussi rapidement quand il a une visite. Quelle différence entre le sommeil induit et le cocktail lithique ? La différence est tout à la fois capitale et pas si importante qu'on le croit. Du point de vue technique, il s'agit dans les 2 cas de plonger un malade dans l'inconscience, et les utilisateurs du sommeil induit ajoutent eux aussi des morphiniques, car il n'est pas question d'abandonner le traitement de la douleur sous prétexte que le malade dort. Mais si c'est pour faire cela, que reproche-t-il au cocktail lithique ? 2 choses. D'abord le fait qu'il est trop peu dosé en morphine, ce qui fait que le malade ne perd conscience qu'au prix de doses inutiles de sédatifs. D'autre part le fait qu'il existe maintenant des sédatifs infiniment plus maniables que les neuroleptiques, permettant notamment un réveil plus rapide et de meilleure qualité. Mais fondamentalement il s'agit de différences de niveau, non de principe, et on pourrait parfaitement utiliser le cocktail lithique pour pratiquer un sommeil induit si on n'avait pas d'autre solution. L'essentiel de la différence vient de l'usage qui en est fait. Dans le cas du sommeil induit, le praticien fait dormir son malade en s'attachant à utiliser la dose minimum efficace. Il vérifie que le malade est réveillable. Il tâche de limiter les effets indésirables de ce qui est tout de même une anesthésie générale. Dans l'utilisation habituelle du cocktail lithique, il s'agit au contraire de rechercher délibérément la toxicité, avec simplement le flou juste nécessaire pour sauver un minimum d'apparence. C'est à cause de cette différence, moins concrète que symbolique, que le cocktail lithique est pour les médecins de soins palliatifs l'abomination de la désolation. Donc, quand les possibilités de soulager le malade sont épuisées, on a toujours la ressource de le faire dormir. Mais cela n'est pas sans poser des problèmes éthiques qui ne sont pas toujours simples. Certes, on ne tue pas, mais on supprime la conscience et l'aptitude à communiquer. Or la mort se définit précisément comme la perte définitive de cette aptitude. C'est la raison pour laquelle on a parlé à propos du sommeil induit, des euthanasie psychique. De fait, il importe d'être particulièrement vigilant quant à son utilisation. Le sommeil induit n'est légitime qu'en désespoir de cause, et il doit être utilisé pour vaincre la souffrance du malade, non celle de l'entourage, encore moins celle des soignants. D'autre part, il doit toujours être réversible. Le sommeil induit n'est pas une euthanasie, parce qu'on peut toujours revenir dessus. Naturellement, la question demeure de l'hypocrisie, dont les partisans d'une loi sur l'euthanasie soupçonnent souvent les médecins. On y reviendra en parlant de la dignité. La théorie du double effet. Les médicaments qu'on utilise en soins palliatifs sont des médicaments efficaces. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas dépourvus de toxicité. Contrairement à ce qui a été complaisamment répandu, par exemple. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.